Christophe Soulez, on a beaucoup parlé de l'Observatoire de la délinquance mardi, il y a donc 3 jours, avec la publication des données sur l'évolution de la part féminine dans la délinquance des mineurs. L'Institut national, déjà, l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice, en quelques mots, quel est son rôle et comment il fonctionne ? Alors, l'Institut national des hautes études de sécurité et de la justice auquel est rattaché l'OND est un institut qui délivre déjà des formations en direction des corps administratifs, mais également d'ailleurs des élus en matière de sécurité. On a aussi un département recherche qui peut travailler sur différentes thématiques, et notamment une thématique privilégiée chez nous, c'est tout ce qui tourne autour des stupéfiants. On a un département gestion de crise également et un département sur l'intelligence économique. Et donc dans cet institut, l'Observatoire national de la délinquance est plus particulièrement chargé depuis 2004, depuis sa création, puisqu'on a un organisme tout jeune, de l'analyse et de la publication des statistiques de la criminalité, de ce qu'on appelle la criminalité. Alors votre intervention va très largement dépasser l'aspect ponctuel de cette féminisation de la délinquance des mineurs, pour nous permettre de mieux comprendre les défis sécuritaires auxquels nos sociétés sont confrontées. Je sors du dossier 3 titres que j'ai pris dans un quotidien qui a ses qualités et également ses défauts, qui s'appelle Le Monde. Alors, oui. En une, terrorisme, la menace qui vient du Pakistan, et dans le même numéro daté de jeudi, en page 4, l'agroalimentaire, source mondiale des trafics. Et puis on va partager quand même une lueur d'espoir dans celui de mardi, page 3, un titre avec une page complète. Les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, d'où sont parties les émeutes de 2005, veulent une villa Médicis dans le 9-3 pour changer leur image. Terrorisme, contrefaçon, violence urbaine et rénovation urbaine, du global au local. C'est ce que nous allons parcourir ensemble, Christophe Soulez. Nous avons 1h15, on se garde 20 minutes pour échanger avec vous. Et dans un premier temps, on va dresser ce panorama. Merci. Donc, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre invitation et pour m'avoir permis de prendre la parole devant vous afin d'évoquer les difficiles questions liées au crime et à la délinquance. Donc, je ne vais pas nécessairement dresser un tableau très optimiste de la situation. Mon propos n'est pas nécessairement de dresser un tableau très sombre du monde dans lequel nous évoluons, mais de fournir un état des lieux le plus précis possible des nouvelles menaces et surtout des enjeux politiques auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. De la globalisation du crime et du développement de nouveaux marchés criminels, en passant au plus près de nous par la dérive des violences dites urbaines, nous ne pourrons mettre en place des dispositifs de prévention et de lutte contre le crime que si nous nous donnons enfin les moyens de mieux connaître la réalité criminelle à travers notamment des analyses qui vont au-delà de la publication de quelques statistiques, de quelques chiffres. La globalisation du crime est et sera sûrement un sujet transversal majeur du XXIe siècle, au même titre que la guerre froide l'a été au XXe ou que la colonisation l'a été au XIXe. Si les trafics ont toujours existé, ils ont pourtant développé une dimension transnationale aujourd'hui, dans le sillage de la mondialisation et à la faveur de la fin du rideau de fer. Stupéfiants, armes, traite des personnes et immigration clandestine, mais aussi cigarettes, espèces protégées, contrebande de ressources naturelles, trafic de déchets, d'œuvres d'art, de véhicules volés, contrefaçon, cybercriminalité et, au final, blanchiment, forment ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les grands trafics illicites. Aussi différents que ces trafics semblent être, ces flux obéissent pourtant aux mêmes lois cardinales, aux mêmes lois économiques de l'offre et de la demande, et aux mêmes principes de concurrence, de rentabilité, de course à l'innovation, de gains, de parts de marché ou de réduction des coûts. Le tout dans un seul but, dégager des bénéfices rapides. En la matière, d'ailleurs, l'économie illicite n'a pas d'équivalent. Quels produits, quels services peuvent se targuer d'être légalement vendus avec des gains pouvant atteindre près de 2000%
la mise initiale. Il n'y a guère que les œuvres artistiques et le secteur de l'économie numérique pour éventuellement dégager des marges comparables. Cette puissance financière du crime ouvre aux organisations criminelles la voie des pouvoirs politiques, administratifs et judiciaires par l'utilisation d'un savant dosage de menaces, chantage et parfois, dans certains États, de corruption. Désormais bien assis, le crime organisé recherche aujourd'hui l'anonymat. Il y parvient d'ailleurs en créant des façades légales, en prenant des parts dans des entreprises, en investissant dans l'achat de nombreux commerces. Et l'ensemble de ces activités dégagent à leur tour des bénéfices ou permettent, à travers le blanchiment, le recyclage des liquidités qui sont ainsi issues des trafics. Logiquement, l'économie se criminalise sous l'effet de cette fusion de l'économie criminelle au sein de la sphère légale. Si ces différents trafics posent de réels enjeux économiques, de santé et de sécurité publique, ils peuvent en outre alimenter des conflits locaux de nature à déstabiliser les équilibres géopolitiques globaux. Ce pouvoir d'influence, non plus simplement perturbateur, est de nature aussi à reconfigurer les relations internationales au point de dépasser parfois les classiques clivages nord-sud et est-ouest au profit d'un nouveau modèle. Celui-ci, ce nouveau modèle, potentiel grille de lecture internationale, est fait d'États forts, capables de limiter la puissance criminelle, en deçà d'un seuil relevant de l'acceptable, et les autres États, influencés, gangrénés par l'économie souterraine et finalement captifs, qui vont être aux mains du crime organisé. Les conséquents volumes de l'argent criminel, notamment blanchi au sein des pays riches, relativisent cependant la portée manichéenne d'une telle césure. Soleil noir de la mondialisation, le crime organisé transcende aujourd'hui les frontières pour peser sur les évolutions de la société mondiale. En clair, et selon la formule consacrée, si le crime organisé était un État, sa puissance financière lui octroierait de facto une place au sein du G8. À l'échelle globale, les flux illicites exercent une influence réelle sur les relations internationales. À l'échelle locale, les acteurs de ces flux illicites, du grand criminel, mais au petit caïd, incarnent un modèle alternatif de développement. Ensemble, ils sont facteurs de chaos et de dérèglement. On parlait à un moment d'économie parallèle et finalement on va se rendre compte que si on reprend la définition qu'on a appris à l'école primaire, les parallèles sont deux droites qui ne se rejoignent jamais. En réalité, cette économie illicite a presque fusionné avec l'économie normale des différents pays. Comment vous analysez le développement de cette économie illicite et sur quel modèle ? Le crime, structurellement et culturellement, est organisé selon les règles de l'économie de marché. L'entreprise criminelle est une entreprise comme les autres, pratiquant l'intégration verticale et horizontale, intéressée aux nouveaux concepts de management, investissant dans la recherche-développement, recyclant et refinançant sa trésorerie. Tout au plus, pourrait-on éventuellement lui reprocher une gestion de la concurrence en ayant recours à des méthodes parfois un peu expéditives. Ça arrive. Longtemps également, et c'est une des évolutions majeures de la criminalité organisée, le crime fut spécialisé et les organisations criminelles furent spécialisées. Les territoires étaient affaires de monopole par secteur, puis par capillarité, appât du gain ou agacement devant une cohabitation géographique imposée, proxénètes et trafiquants d'alcool se sont rapprochés, contrebandiers et faussaires ont commencé à dialoguer. En fait, l'entreprise criminelle est peu à peu devenue l'étalon de la société économique libérale avancée, donnant d'ailleurs raison à l'économiste Adam Smith, la main invisible du marché existe, mais c'est parfois une main criminelle. La globalisation du crime est un mouvement qui a été entamé parallèlement à l'ouverture des frontières géographiques et au développement de flux migratoires et financiers, permettant aujourd'hui l'interconnexion entre la criminalité locale et la criminalité d'origine italienne, irlandaise, polonaise, mais aussi basque, israélienne, albanaise, vietnamienne, etc. Aujourd'hui, l'ouverture des frontières physiques, la dérégulation des économies et des investissements, la multiplication des bases offshore pour l'optimisation fiscale, joli nom d'ailleurs donné à la fraude, ont permis au crime organisé de se connecter sur un seul et même tuyau.
Ainsi, aujourd'hui, rien de plus facile que d'écouler le produit issu d'opérations de trafic d'êtres humains ou d'organes, de stupéfiants, d'œuvres d'art et de faux de toute nature. Dans les faux, on retrouve évidemment de plus en plus tout ce qui peut concerner les médicaments ou les pièces détachées d'automobiles. Faute de frontières et de garde-frontières, physiques ou immatérielles, la globalisation du crime, a renforcé les organisations criminelles, leur a permis de trouver des alliés, de créer des nouvelles filiales, d'investir de nouveaux marchés et de conquérir de nouvelles cibles. Elle a aussi permis à ces structures de s'enraciner dans des espaces où ce qu'on appelle aussi des États échoués ou en voie de l'être, comme par exemple la Somalie, incapables d'assurer leur mission vitale et donc livrés à l'anarchie, à la corruption et aux luttes intestines. En 2009, le crime n'a pas échappé à la récession et affiche toujours un taux de croissance très élevé, tant dans ses secteurs traditionnels que dans de nouveaux domaines qui s'ouvrent à lui. L'entreprise légale, elle est victime finalement de ça. En fait, jusqu'à, là encore, une dizaine ou une quinzaine d'années, seuls les centres de production étaient les cibles des opérateurs criminels. Attentats, destructions et menaces se focalisaient sur l'outil industriel. Puis les expatriés furent considérés comme des atouts importants et les enlèvements commencèrent. L'actualité nous montre malheureusement que cette menace est bien réelle. Les centres de distribution connurent aussi leur vague de menaces. Depuis le 11 septembre 2001, les administrations, les centres de contrôle de réseaux de communication, informatiques et boursiers, les collaborateurs des entreprises sont devenus des objectifs au même titre que les bâtiments militaires ou les centres de décision des pouvoirs publics. Si les entreprises de sécurité privée sont largement développées bien avant ces événements, en profitant du désintérêt ou du retrait des opérateurs étatiques, le changement de niveau des menaces, l'élargissement du spectre de l'activité criminelle, passant des personnes aux bâtiments et aux réseaux de communication, a imposé à son corps défendant un nouvel acteur de l'espace criminel, qu'il s'agisse de l'espionnage industriel, des prédations des brevets ou des technologies, de la protection du fret ou des ingénieurs, ou encore de la protection contre le blanchiment. Les entreprises sont aujourd'hui des acteurs incontournables du combat contre le crime. Alors Christophe Soulès, nous allons dérouler les grands domaines du crime organisé en commençant, alors on va voir les différents secteurs d'activité, par ce qui concerne l'économie des drogues. Aujourd'hui, l'internationalisation du commerce des stupéfiants, qui a été entamée notamment durant la seconde moitié du XXe siècle, poursuit une invariable croissance que d'ailleurs la guerre à la drogue ne semble pas pour le moment en mesure de juguler. Depuis 2005, l'Afghanistan, territoire pourtant militairement massivement investi par la communauté internationale, enregistre chaque année un nouveau record de production du pavot. Sa culture et la production d'héroïne qui en est issue offrent ainsi aux factions talibans et aux seigneurs de guerre locaux les moyens financiers nécessaires à l'achat d'armes et à la corruption de l'administration, indispensables à la poursuite de leurs objectifs politiques. Loin de se limiter à l'Afghanistan, l'économie de l'héroïne joue également un rôle majeur le long des axes de transit, notamment au sein des Balkans. Les liquidités qui sont ainsi dégagées, réinvesties dans différents trafics et graves dangers dans la sphère licite, nourrissent un pouvoir d'influence, plaçant l'économie régionale du sud-est européen, globalement peu structurée encore, sous perfusion criminelle. Si l'opium a également acquis un rôle stratégique et économique indéniable, donc géopolitique, il en va de même pour sa petite sœur que l'on nomme la cocaïne. La cocaïne s'impose aujourd'hui comme la seconde drogue la plus consommée en Europe, alors que celle-ci est quasi exclusivement importée. De toute évidence, les trafiquants, malgré les saisies, n'ont pas de difficulté à se jouer des services répressifs. La destitution, si vous vous souvenez bien, de Noriega par les États-Unis au début des années 90, marque le premier chapitre d'une ère nouvelle où les sirènes corruptrices, issues du colossal effet de levier du narcotrafic, permettent d'inféoder des États. Aujourd'hui, Haïti ou la Guinée-Bissau sont devenus des récents exemples d'États phagocytés par la puissance criminelle générée par le trafic de cocaïne, et tout ça le long des routes de l'Amérique du Nord et de l'Europe.